L'échiquier international, bienvenue à vous. C'est peut-être la plus violente campagne d'agression de l'histoire de la Palestine. Si d'aucuns, au départ, trouvaient que le terme de génocide était excessif, il en devient presque une évidence lorsque l'on voit le champ de ruines qui est devenu l'enclave. 30 000 Gazaouis ont trouvé la mort, des femmes et des enfants en grande majorité. Pour le reste, c'est-à-dire les 1,9 million de personnes, 85% d'entre elles ont été déplacées. 80% de Gaza est détruit après plusieurs mois de bombardements. 60% des habitations du territoire et la plupart des infrastructures détruites. L'eau, la nourriture, l'électricité manquent cruellement. Ajouté à ce calvaire, le blocage des aides humanitaires via la frontière égyptienne sur le plan judiciaire international maintenant, malgré le verdict qui se veut historique, résultante d'une procédure emmenée par l'Afrique du Sud qui avait saisi la haute juridiction onusienne. Un verdict tombé hier demandant à l'entité sioniste de faire tout son possible pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre un génocide, justement. Conclusion, premièrement, à ce stade, la CIJ, la Cour internationale de justice, n'est pas avancée quant à la question de savoir si l'entité sioniste aurait commis un génocide ou pas. Et de deux, le tribunal international n'a pas évoqué de cessez-le-feu. La procédure n'est pas finie, on le sait. On a d'abord examiné les ordonnances d'urgence, mais pour ce qui est du fond, du problème de fond, plus ample examen pourrait prendre des années. Et en attendant, le calvaire palestinien pourrait encore s'allonger et exacerber une solitude où le Conseil des Nations se mue en inertie assourdissante. Gaza, une solitude palestinienne, c'est la thématique du jour et on commence les discussions dans quelques secondes. On l'a dit, des campagnes de bombardement, 4 mois en tout et pour tout, qui visent l'anéantissement avec le lot de magnitude maximale de pertes humaines. Quoi qu'il arrive, l'avenir se teint en noir pour l'enclave palestinienne. Et que faire dans un monde où le droit se montre limité pour stopper ce type d'hubris? Je parle de l'entité sioniste, bien entendu. Pour en parler justement, je reçois ce soir un spécialiste de la question, politologue, économiste et surtout vice-président du JIPRI, c'est-à-dire l'Institut international de recherche sur la paix qui est basé à Genève. Gabriel Galis, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, Gabriel Galis, on a beaucoup de choses à voir ensemble, mais avant, juste une photo de Gaza aujourd'hui et du sort des Palestiniens. Ce qui frappe, c'est la tragédie, bien sûr, mais surtout cette solitude des Palestiniens abandonnés dans un monde où, on le voit, le droit international semble quand même un peu limité pour solutionner ou trouver une porte de sortie à ce calvaire qui dure depuis 4 mois. Oui, effectivement. Moi, je suis un peu consterné. Je suis consterné par l'ampleur du massacre, évidemment. Et je suis consterné, deuxièmement, par la lâcheté de la communauté internationale. Enfin, ce qu'on appelle la communauté internationale qui est de plus en plus fracturée. On avait vu une première fracture avec le conflit Ukraine-Russie, puisque on accuse les Russes d'être rentrés, mais en fait les accords de Minsk n'ont pas été mis en vigueur et d'autres mesures de sécurité n'ont pas été prises en compte, demandées par la Russie depuis des années. Là, on avait une première fracture. Mais avec Israël-Palestine, cette fois, on a un gouffre. Et je suis absolument scandalisé de voir que l'Occident fait bloc derrière Israël, derrière les États-Unis, comme il a fait bloc derrière l'Ukraine, sans autre considération. Et c'est quand même un élément nouveau. C'est quand même nouveau que de voir des pays qui ont été génocidaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, soit s'abstiennent de demander un cessez-le-feu, comme l'Allemagne fédérale, responsable au plus haut chef de l'Holocauste, mais d'autres vont encore plus loin, puisque les Autrichiens se sont même opposés au Conseil général de sécurité à un cessez-le-feu. Donc moi, je suis consterné
je suis consterné par l'alignement général de l'Occident derrière les États-Unis. Si vous voulez l'analyse politique, en dehors de l'aspect humanitaire qui est le premier niveau constatable, c'est-à-dire les massacres à grande échelle, c'est-à-dire les enfants mutilés sans anesthésie. J'ai entendu des médecins parler de chiffres d'amputation de 1000 enfants sans anesthésie. L'horreur, les femmes enceintes qui n'ont pas de quoi se nourrir correctement, ça veut dire des traumatismes à long terme, plus les bombes au phosphore, etc., etc. Mais c'est pas tout à fait nouveau. D'ailleurs, vous qui avez suivi l'actualité, le scandale de Raza massacré, ça fait déjà 15 ans. Et en réalité, le premier massacre dont est responsable l'Occident, c'est pas seulement le massacre militaire, ce sont les mesures de sanctions. Le blocus imposé à Gaza tue. On appelle ça des sanctions, mais en droit, ce sont des mesures coercitives unilatérales. Donc, si vous voulez, on a une accélération de l'histoire, une aggravation de l'histoire, mais d'un processus qui n'est pas nouveau. Il n'a pas commencé le 7 octobre, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Donc, c'est consternant. Il faut garder la tête froide et le cœur chaud, comme disait un auteur, mais on a le cœur bouillant devant ces événements qui sont sans commune mesure et dont on se demande quand est-ce qu'ils vont arrêter. Justement, la tête froide pour trouver une solution de pacification, de paix ou de cessez-le-feu, que sais-je. Le vocable ne manque pas pour, en tout cas, tenter d'arrêter ce massacre. Beaucoup de juristes internationaux se débattent pour trouver une solution de sortie. Et vous qui débattez souvent à travers l'Institut international de la paix à Genève, au fond, quelle est la solution la plus crédible, ou en tout cas la plus réaliste pour sortir de ce problème le mot est faible, je sais, mais on va appeler ça comme ça, parce que c'est un problème qui touche à la fois le Moyen-Orient, mais aussi la communauté internationale. Que fait-on, au fond, pour sortir de ce calvaire? D'abord, si vous voulez, il y a deux niveaux. Il y a un niveau humanitaire et un niveau politique. Le niveau humanitaire, c'est d'arrêter le massacre. Il faut que les protagonistes soient contraint à cesser le massacre. L'ONU a juridiquement les moyens de le faire. Le Conseil de sécurité, le secrétaire général est monté en première ligne, il n'a pas été entendu. Et il a demandé qu'il y ait un cessez-le-feu et un arrêt des hostilités. Ça, c'est le premier niveau. Pensez que l'aide humanitaire n'est même pas acheminée. Vous avez des milliers de camions qui sont envoyés par un certain nombre de pays dont je dirais qu'ils se donnent bonne conscience parce que d'un côté, ils soutiennent Israël sans condition, de l'autre côté, ils envoient de l'aide humanitaire dont ils savent qu'elle n'arrive pas aux victimes parce qu'elle est bloquée. Vous parlez des pays de la région. Les Israéliens font le tri et enlèvent le matériel quand bien même ils autorisent les camions à passer. Donc, si vous voulez, première chose, il faut arrêter le massacre, il faut arrêter les bombardements, il faut arrêter les tirs. Ça, c'est la première mesure conservatoire. C'est ce qu'on appelle le droit dans la guerre, le droit humanitaire. Traditionnellement, on disait le jus in bello. C'est ce qu'on appelle le droit de la guerre, ou maintenant on appelle ça le droit humanitaire international. C'est les mesures d'urgence. Et puis après, il y a un deuxième plan, c'est le plan politique. Alors sur le plan politique, tout le monde sait que les solutions existent depuis longtemps sur le papier. Les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU sont très nombreuses. Il est demandé depuis le début qu'il y ait deux États. Bon, un État israélien, que les Israéliens ont appelé Israël, et puis un État palestinien. Cet État palestinien n'a pas vu le jour, il a été empêché sans arrêt par Israël, dont on peut rappeler que c'est pas seulement Israël, c'est un gouvernement d'extrême droite, de coalition qui comprend des ministres qui eux-mêmes sont des colons en Cisjordanie. Et ils soutiennent les positions des colons. Donc c'est pas simplement un État abstraitement, c'est pas simplement la continuité des gouvernements précédents, c'est un État qui est le pire qui soit. Rappelons qu'Yitzhak Rabin a été quand même assassiné par un fanatique d'extrême droite israélien. Donc c'est pas le Hamas qui a assassiné Yitzhak Rabin. Donc voilà, on est dans cette situation où maintenant, les deux solutions politiques, elles sont sur la table depuis des décennies. Théoriquement, le droit à deux États, mais avec le mitage de la Cisjordanie, on ne voit pas comment on peut faire.
plus la situation de Gaza, mais la situation, elle est juridiquement soluble avec des éléments depuis 20 ans. Rappelons que la Cour internationale de justice dont on parle, elle a pris une décision en 2004 qui n'est pas appliquée, c'est la décision d'abattre le mur de sécurité. Le fameux mur. Qui a été condamné par la CIJ, on le rappelle. Hein. Oui, la Cour internationale de justice qui a été condamnée. Donc voilà, personne n'a rien fait. La Cour internationale de justice a demandé au Conseil de sécurité de mettre en œuvre les mesures de destruction du mur et toutes les mesures administratives contraignantes qui sont attenantes à ça, contrôle, checkpoints, etc. Rien n'a été fait. Mais au fond, Gabriel Galli, c'est vrai. Alors, les décisions de justice, les condamnations pleuvent depuis des années. On condamne, et on ne cesse de condamner. Même l'ONU, la CIJ, l'avait cité, un premier exemple du mur. Mais justement, ce n'est jamais suivi, comme diraient les juristes, d'actions coercitives, en tout cas d'actions tout court. Donc, et l'entité sioniste ne le sait que trop bien, et pourtant, c'est le débat du jour, c'est ces instances qui sont quand même impuissantes à donner concret ou à traduire leur action sur le terrain. C'est ça le gros problème de fond. Le gros problème, c'est qu'au sortir de la guerre froide, les États-Unis, parce que ce sont eux qui mènent la danse, on dit l'Occident, c'est les États-Unis et leurs vassaux. Tout le monde suit les États-Unis. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait par exemple en France une politique d'équilibre voulue, de non-alignement en quelque sorte, où le général de Gaulle essayait d'avoir des relations équilibrées entre les deux blocs. Il avait des bonnes relations avec la Russie. Depuis, la France a rejoint l'OTAN. Et le président Hollande, au nom de la gauche, avait condamné Sarkozy quand il a rejoint l'OTAN. Et puis, tout de suite après, il est arrivé au pouvoir et il a entériné le fait d'avoir rejoint l'OTAN. Les pays neutres, c'est quand même assez extraordinaire que les pays neutres comme la Finlande, l'Autriche, la Suisse ont repris toutes les sanctions contre l'Ukraine en s'alignant sur les États-Unis. Donc ce qui est politiquement significatif, si vous voulez, ce sont deux choses. D'une part, le fait que l'Occident se coupe du reste du monde, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. Vous avez un pays d'Amérique latine qui a rompu les relations diplomatiques avec Israël. Bon, c'est quand même une mesure majeure qui a été prise. Eh bien, vous avez un gouffre qui s'approfondit dans ce qu'on appelle la communauté internationale des États, et à l'intérieur du bloc occidental, vous avez un alignement sur les États-Unis. Plus personne n'est capable de faire entendre la moindre marge de manœuvre dissidente, parce qu'il faut être derrière les États-Unis. Voilà les deux faits marquants. Vous diriez que il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus de souverainisme européen, quand on va au bout de votre réflexion. Mais il n'y en a jamais eu, parce que si on regarde l'histoire de l'Union européenne, on sait bien qu'elle a été conçue aux États-Unis, la forme de la mise en œuvre du marché commun, mais quand il y avait un petit nombre d'États, un noyau dur, ça fonctionnait encore. Après la fin de la guerre froide, on a rentré tous les ennemis, les anciens ennemis héréditaires de la Russie sont rentrés là-dedans, les pays baltes et les Polonais en première ligne, et depuis, il n'y a plus d'ordre, si vous voulez. Il n'y a plus d'ordre parce que, il faut lire M. Brzezinski quand même. Le grand échiquier. Pardon ? Le grand échiquier. Le grand échiquier, tout est marqué dedans. C'est une feuille de route qui a été suivie à la lettre depuis 20 ans. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le grand échiquier est sous-titré en anglais « American Primacy and its Geostrategic Imperatives ». Ce qui devrait être traduit en bon français par l'éditeur français, la suprématie américaine et ses implications et ses impératifs stratégiques. Il a été traduit bêtement par l'éditeur français, par l'Amérique et le reste du monde. Donc on enlève la suprématie américaine et on enlève les impératifs stratégiques. En réalité, peut-être pas bêtement, mais volontairement, peut-être. Oui, je pose la question. Bêtement ou volontairement, si vous voulez, les deux choses se rejoignent. On peut être bêtement, volontairement bête, si on peut dire. Donc voilà, on est dans un monde qui est totalement maintenant à la fois multipolaire et radicalisé. Et moi, je salue le courage de l'Afrique du Sud, qui a montré l'exemple, qui a été suivi par d'autres pays d'Afrique, et je me désole de voir qu'il n'y ait aucun pays européen
et aucun pays occidental qui se démarque dans cette position. Peut-être un petit peu l'Espagne. Il faut quand même rendre hommage au gouvernement espagnol qui a été un peu moins aligné que les autres. Et il y a la Belgique et la Slovaquie aussi. Voilà, vous avez raison. Ajoutons la Belgique et la Slovaquie. Alors j'aimerais vous entendre aussi sur un aspect. Une campagne de bombardement, on l'a dit, à nul autre pareil. 30 000 morts, c'est presque 2% de la population razaoui. Est-ce que pour vous, le mot de génocide, en tant qu'analyste, comment sonne-t-il à vos oreilles? Est-ce que comment il sonne, ce mot, génocide? Moi, j'évite les querelles de mots, si vous voulez, parce que c'est comme me demander si je considère que le Hamas est terroriste. Il n'y a pas de définition internationale du terrorisme. Non, mais il y a une définition internationale du génocide. Il y a une définition du génocide, mais seuls les tribunaux peuvent le décider. Alors un tribunal va dire oui, un tribunal va dire non. Moi, ce que je trouve surprenant, c'est que j'ai entendu des juristes qualifier de génocide l'attaque combinée du Hamas. Rappelons que le Hamas n'était pas tout seul, hein. Il y avait d'autres forces palestiniennes militaires aux côtés du Hamas. Bon, je ferme cette parenthèse pour dire qu'il faut toujours être complet et précis. C'est un acte répréhensible qui s'en prend à des civils. Donc le Hamas, je ne sais pas s'il est terroriste, je sais que l'acte est terroriste. Mais je sais que le terrorisme qui consiste à s'en prendre à des civils vaut pour l'État d'Israël. Ça s'appelle le terrorisme d'État. Ça n'est pas discutable, ça. Et on ne peut pas prendre prétexte du fait que c'est au nom de la lutte contre le Hamas qu'on massacre des civils, des femmes et des enfants, qu'on empêche les vivres d'arriver, qu'on empêche l'eau potable d'arriver. Donc voilà, ça, ce sont des actes qui sont des crimes de guerre caractérisés. Là-dessus, il n'y a pas d'hésitation possible. Ce sont des crimes de guerre. Ce sont des massacres de masse. Après la définition de génocide, moi, je laisse la Cour internationale de justice rendre sa justice et on en discutera après coup. Parce qu'il est à craindre qu'il y ait des pressions immenses qui soient exercées sur elle, comme sur la Cour pénale internationale d'ailleurs. Vous savez qu'il y a deux procédures qui sont lancées. Alors parlons de ce mot génocide. Il vous gêne un peu, je comprends, mais il a été question à La Haye. L'Afrique du Sud avait saisi le tribunal des Nations Unies, la haute juridiction, qui avait demandé à l'entité sioniste de faire tout son possible pour empêcher la commission de tout acte entrant dans le cas d'application de la convention du génocide, justement, et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide. Donc c'est du jargon juridique, mais en tout cas, la CIJ siège à La Haye, aux Pays-Bas, et toutefois n'a pas évoqué la question du cessez-le-feu. On l'attendait, mais ça n'a pas été évoqué. C'est-à-dire que l'entité sioniste continuera ses campagnes de bombardement. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une demi-défaite pour tous les défenseurs de la Palestine libre ? C'est en tout cas pas une victoire. Beaucoup se sont réjouis de la première décision. Disons bien qu'il y a deux niveaux. La Cour internationale de justice ne s'est pas encore prononcée sur le fond. Oui, ça prendra du temps. Elle a eu un jugement un peu, on peut le qualifier d'hypocrite ou on peut le qualifier de prudent. Ça dépend le point de vue qu'on adopte. Mais enfin, dire je ne demande pas un arrêt des combats. Mais je demande l'arrêt du droit international humanitaire qui consiste à ne pas commettre de génocide, alors que les combats ont quand même, comme vous le rappeliez, fait 25 000 ou 30 000 morts. On est quand même dans une situation un peu curieuse où on demande à Israël, qui continue à bombarder, de prendre toutes les mesures pour empêcher ce qui pourrait se qualifier de génocide. Moi, je trouve que c'est bizarre comme formulation. Je trouve que c'est bizarre. Et c'est une formulation qui laisse mal augurer de la suite des choses. Il fallait commencer par demander l'application des mesures du droit international. On ne tire pas sur des civils. Point. Alors il y a autre chose. Il y a autre chose. Laissons de côté ce mot de génocide, mais il y a des actes répréhensibles qui peut-être les tribunaux internationaux sur lesquels les tribunaux internationaux devraient se pencher. Par exemple, l'entité sioniste interdit l'entrée à Gaza des médicaments destinés aux enfants souffrant d'insuline. C'est le coordinateur humanitaire Jamie McGodrick qui l'affirme. Il dit tout simplement que l'entité sioniste a ajouté des stylos à insuline pour enfants à la liste des articles interdits. Ça devrait suffire pour condamner, pour qu'il y ait des juristes américains, canadiens, suisses, pour monter des dossiers et condamner l'entité sioniste, suivi d'actes de coercition.
Mais vous avez raison, et sur ce point-là, il n'y a pas photo, ce sont des crimes de guerre. Vous savez, il y a deux choses différentes, il y a le droit dans la guerre et le droit à la guerre. Le jus in bello, c'est ce qu'on appelle le droit humanitaire. Le droit humanitaire prescrit qu'on ne tire pas sur les civils. Quand on a un doute sur un tir, on évite qu'il touche des civils. Donc en cas de doute, on ne tire pas sur un hôpital. Tirer sur un hôpital sous prétexte que dans les souterrains, il y a des militants du Hamas, c'est un crime de guerre. Il n'y a pas photo, ça c'est clair. Ne pas livrer de l'eau, ne pas livrer des médicaments, ne pas livrer de l'alimentation, ce sont des crimes de guerre. Alors qui va le décider? Après, la notion de génocide est plus complexe, parce que la notion de génocide, ça veut dire qu'on veut éliminer tout ou partie d'un peuple délibérément. C'est pour ça que c'est pas que j'en ai peur, si vous voulez, du mot. Moi, j'ai ma conviction personnelle, mais je ne peux pas anticiper une décision de justice et rentrer dans un discours polémique. Je suis chercheur pour la paix. Le mot de génocide viserait à éliminer toute personne sur des bases ethniques, nationalistes, tout type de... Voilà, à partir de ces critères-là, on élimine la personne. Voilà ce que ça veut dire le mot génocide, plus précisément. Voilà. Bon. Donc, si vous voulez, il y a une prudence à avoir sur génocide, mais il n'y a pas de prudence sur crimes de guerre et massacres. Ce sont des crimes de guerre. Et Israël n'a aucunement le droit de tirer sur des hôpitaux, sur des écoles, sur des églises, sur des mosquées. Mais ça, ce sont des cibles civiles que le droit international humanitaire soustrait des tirs à la population. Les conventions de Genève, qui sont bien connues. Donc, si vous voulez, là, c'est même pas la peine de dire est-ce qu'il y a génocide ou pas génocide, à partir du moment où il y a crime de guerre. Alors après, on peut le transformer en circonstances aggravantes de volonté de génocide, et ça, on verra ce que ça donne, mais les crimes de guerre, ils sont là, et personne n'intervient. Et le blocus des Européens, puisque l'Union européenne est censée être une force politique indépendante, l'Union européenne continue son blocus. J'ai vu il y a quelques semaines que les Italiens avaient envoyé un bateau-hôpital. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce bateau-hôpital, au large de Gaza, mais je me suis toujours demandé comment il allait faire pour arriver. Parce que c'est les Israéliens qui ont une flotte qui empêche, qui veille au respect du blocus. Donc, il est où ce bateau-hôpital? Vous en avez entendu parler, vous? Moi, je ne sais pas où il est. Mais je trouve que l'idée était bonne, en tout cas. Il a dû se perdre en mer, comme il a dû se perdre en mer. Voilà, bon, ça peut arriver, hein, le temps mauvais. Si vous voulez, on est là dans une situation intellectuellement, politiquement, humainement, moralement incroyable. Et la communauté internationale n'existe plus. Alors, Gabriel Galis, on arrive malheureusement à la fin de notre discussion. J'aimerais vous entendre sur un dernier aspect. Netanyahou, hein, le Premier ministre sioniste, essuie de plus en plus de critiques au sein même de son cabinet de guerre. On sait qu'il est cité dans trois affaires de fraude. Il a atteint même une note d'impopularité record. Et pourtant, il est encore là, hein, depuis 1996 avec des intermittences. Mais il est encore là, il continue sa campagne de bombardement. Il essuie des critiques du monde entier. La semaine dernière, il paraît qu'une conversation téléphonique avec Anthony Blinken et Joe Biden ne s'est pas très bien passée. Donc même Washington commence à le trouver un peu trop, comment dirais-je, un peu trop libre dans sa campagne de bombardement. Qui stoppera Netanyahou ? Il n'y a guère que les Américains qui peuvent le stopper, mais les Américains livrent les armes. Les armes qui tuent des Gazaouis, ce sont des armes américaines. Il y a quelques armes israéliennes et autres, mais enfin, elles sont largement des armes américaines. Donc, si vous voulez, les Américains sont en période électorale, ils essayent de tenir un discours vaguement prudent, mais pour se donner bonne conscience. Comme beaucoup de pays européens, ils envoient de l'aide humanitaire et ils soutiennent Israël et ils envoient des armes. Donc, il n'y a que les États-Unis pour arrêter Netanyahou, mais en période préélectorale, personne ne veut se mouiller. Donc, moi, je rends hommage aux Américains, aux populations qui luttent contre le fanatisme d'Israël, et je rends hommage aux Juifs courageux qui s'opposent au gouvernement de Netanyahou. Parce que ça aussi, il faut le dire. Il y a dans le monde entier, au Canada, en Allemagne, en France, en Europe, en Belgique, aux États-Unis et ailleurs,
il y a des juifs qui protestent et qui montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette solution On en a fanatique parlé ici, d'Israël. en effet. Gabriel Galis, merci d'avoir été des nôtres pour le rendez-vous du Grand Échiquier. Je rappelle que vous êtes vice-président du JIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix à Genève. À bientôt et bonne continuation. Quant à moi, je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et vous dis à demain. Bonne soirée.